Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour à tous, très heureux de vous accueillir. Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour ce live consacré aux épreuves orales du CRPE, les erreurs à ne pas commettre. Je vais vous parler des pièges qui sont tendus par les épreuves qu'ils voient à passer, mais si vous préparez les épreuves orales, c'est bon signe, c'est peut-être que vous êtes admissible. Et je voudrais commencer par féliciter les admissibles. Qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce qu'on se réjouit avec vous de cette bonne nouvelle. Les admissibilités ont commencé à tomber dans certaines académies, l'académie de Nantes, l'académie de Rennes, La Réunion, Nice, la Corse, et j'en oublie. Bravo à Marie qui a été admissible en Corse. Comme quoi tout est possible, et bravo évidemment à tous les admissibles, et je m'adresse en particulier aux élèves d'Objectif CRPE pour vous féliciter si vous êtes admissible. C'est vraiment une excellente nouvelle et Dieu sait qu'on se réjouit avec vous et pour vous, et en même temps on ne veut pas trop se réjouir et volontairement on n'a ouvert aucune bouteille de champagne, et je vous invite à n'ouvrir vous-même aucune bouteille de champagne tant que vous n'avez pas transformé l'essai, car c'est de cela qu'il s'agit. Les épreuves orales vont tout rejouer, tout se rejoue au niveau des oraux, et les oraux, dois-je vous le rappeler, comptent pour les 2/3 des points au CRPE, donc vous êtes à nouveau tous sur la ligne de départ. Tous, on ne sait pas. Ceux qui attendent encore un résultat, j'ai aussi une pensée pour eux parce que je sais combien c'est stressant d'être dans l'attente des résultats. Donc là-dessus, je n'ai qu'un mot à dire, c'est un grand merde, un immense merde que j'adresse à tous ceux qui attendent leurs résultats d'admissibilité. On croise les doigts, évidemment. Mais en tout cas, ce que j'allais vous dire, c'est que ces résultats, s'ils sont favorables, tant mieux, mais, il ne faut pas, surtout pas, vous reposer sur vos lauriers. Il ne faudra rien lâcher tant que vous n'aurez pas la sanction finale et définitive, celle de l'admission, celle de la réussite finale du CRPE. Et pour ça, il y a encore deux gros obstacles, trois gros obstacles qui s'appellent mise en situation professionnelle, qui s'appelle EPS, qui s'appelle CSE, et on est là pour en parler. Donc bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, vous pouvez m'interpeller dans le chat et j'essaierai de répondre à certaines de vos questions si j'en suis capable. Comme toujours, vous pouvez télécharger le support de la présentation que je vous invite à télécharger en cliquant sur le lien qui s'affichera dans le chat si vous le souhaitez. Voilà, cette présentation, je l'ai intitulée « Épreuve orale du CRPE, les erreurs à ne pas commettre » et comme sous-titre, je vous propose de parler des pièges, chausses, trappes, faux pas, erreurs fatales, tout ce que vous devez éviter de faire à l'oral pour réussir. Voilà, je ne vais pas vous interroger sur la morphologie du mot chausse-trappe, je ne vais pas non plus vous interroger sur la justification du pluriel du mot chausse-trappe, parce que le pluriel des mots composés, et là je vous donne la solution sur la morphologie du mot, mais tout ça c'est derrière nous, bonne nouvelle, on n'a plus à se soucier de tout ça, de toutes ces histoires de morphologie, de lexicologie, si ce n'est que le tout premier piège, la toute première chausse-trappe, et peu importe si ça prend un P ou deux et si c'est un S ou pas, mais il n'en reste pas moins que la langue française reste un piège majeur des épreuves orales. Vous allez évidemment être évalué sur votre aptitude à manier correctement la langue française. Des extraits de rapports de jury là-dessus, j'aurais pu en mettre 100, j'aurais pu en mettre 1000, je n'en ai mis que 3, mais sachez que le jury vous attend au tournant et que s'il relève un registre de langage qui n'est pas adapté au contexte sélectif d'un concours de recrutement, tout comme aux exigences du métier d'enseignant, vous dit le jury de Bordeaux, vous serez saqué. Donc pas de registre de langue trop courant, trop quotidien, trop familier. Et puis on essaye d'éviter également les hésitations, les tics de langage, les erreurs de français. Le jury de Toulouse nous donne quelques perles comme ça. J'en ai mis 2, mais il y en a des dizaines. La mixité a apparu vers les années je ne sais quoi. Alors ça, évidemment, erreur sur l'auxiliaire. Un coin où c'est qu'il y aurait des dinettes. Évidemment, si vous parlez comme ça, vous vous
disqualifié. C'était le piège de la langue française. Mais la communication verbale n'est pas tout, et les fautes et défauts de communication passent aussi par la communication non verbale, c'est-à-dire par tout ce qui environne le discours, la posture, la voix, le regard, les expressions du visage. Et là-dessus, je serai très bref, puisque vous disposez, en tout cas les élèves d'Objectif CRPE disposent de ce live que j'ai quasiment complètement dédié à cette question de la communication verbale et non verbale. C'est le live intitulé « Technique de l'oral » qui se trouve dans votre espace élève. Donc je vous indique juste parce que c'est pas forcément celui que vous... Voilà, c'est dans les conseils de la prépa, ici, le live technique de l'oral que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'on revient dans ce live sur beaucoup d'exemples et de précisions sur la question de la communication verbale et non verbale. Voilà donc pourquoi je serai court ce soir sur ces aspects, mais retenez quand même, s'il vous plaît, qu'ils sont déterminants pour votre réussite. Déterminants pour votre réussite, c'est ce que dit sans cesse le jury. Je vous montre peut-être un ou deux exemples de rapports. Le candidat doit être particulièrement attentif à son positionnement, il doit adopter une attitude engageante, regarder les membres du jury, être attentif à sa posture corporelle qui permet de bien respirer, de bien envoyer sa voix, etc. Donc on se tient droit, les épaules ouvertes, on peut respirer, on peut envoyer sa voix correctement. Le langage non verbal reste souvent mal maîtrisé, l'attitude de certains candidats, les grimaces, les raideurs, les mimiques, attention aux expressions du visage, augurent mal de leur capacité à entrer dans un dialogue constructif avec les parents de leurs futurs élèves, voire avec leur hiérarchie. Souvenez-vous de ça, à tout moment, le jury va se demander s'il vous voit dans la peau du PE, s'il vous voit en face d'un parent d'élève, s'il vous voit en face d'un directeur d'établissement et s'il reconnaît en vous un futur PE. Si votre visage est traversé en permanence de mimiques qui montrent que vous êtes quelqu'un de fermé, de timide, etc., vous risquez de vous pénaliser. Le piège suivant, et on est toujours dans les aspects formels, dans les aspects extérieurs, et ceux qui commencent à me connaître savent que j'aime bien partir de là, parce que la forme, c'est extrêmement important. Et la première impression que vous allez faire sur le jury, elle est déterminante. Or, cette toute première impression, elle est purement extérieure, d'accord? Donc, j'insiste sur le piège que constitue cette liberté de vous habiller comme vous voulez. Dieu merci, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez vous présenter comme vous voulez, mais moi, je vous conseille quand même de faire dans la sobriété, d'accord? Ne tombez pas sous le couperet du jury qui dit, par exemple à Bordeaux en 2015, certains candidats témoignent lors de l'épreuve de posture pour le moins relâchée, ils se présentent avec une tenue vestimentaire inadaptée au contexte. Il est donc vivement recommandé de ne pas obérer la qualité de la prestation par des postures qui interrogent légitimement les examinateurs quant à la fonction sollicitée. Ça, en bon français, ça veut dire quoi? Pas de mini-jupe, pas de décolleté plongeant, pas de, si possible, de tatouage apparent, de folie de piercing, etc. Enfin, si vous pouvez être le plus neutre possible, le plus neutre possible quant au look, eh bien, c'est une bonne stratégie. Et là encore, je le dis pas du tout c'est pas un jugement que je fais moi j'en ai rien à foutre de tout ça. La seule chose qui m'importe, c'est que vous réussissiez le concours, que vous soyez le plus nombreux possible à réussir le concours. Et donc je vous dis, pas de casquette à l'oral du CRPE. Merci à tous ceux qui en ont mis pour l'écrit, c'était vraiment sympa. Mais à l'oral, on va se présenter dans une tenue le plus professionnelle possible, la plus professionnelle possible, la tenue du futur enseignant. D'accord ? Allez, on continue avec toujours des éléments très imperceptibles mais qui pèsent lourd dans le jugement du jury, les attitudes perdantes. Ça, c'est un piège majeur. En fait, il y en a plein que je regroupe dans cette rubrique de ce que j'appelle les attitudes perdantes, les comportements perdants, les postures qui vont vous faire trébucher et qui risquent de vous disqualifier. Il y en a plein. J'en ai listé ici quelques-unes. Le je m'en foutiste, also known as le touriste. La petite chose timide, donc le je m'en foutiste, c'est le touriste, il vient là, où il n'est pas très concerné par tout ce qui se passe et on se demande vraiment s'il y tient à ce concours de recrutement de professeurs des écoles. La petite chose timide, elle peine à exister face au jury et donc le jury, fatalement, va se dire qu'elle peinera à exister face à la classe et aux enfants déchaînés et donc il ne faut pas être trop fragile. La girouette, c'est l'attitude de celui qui, dans l'entretien, change d'avis comme de chemise. C'est celui que vous pouvez retourner en 2 mots ou peut-être même en une expression du visage. Le jury le retourne comme une crêpe
La girouette, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il pense. Et en même temps, la girouette, c'est le défaut opposé du défaut qu'on appelle le dogmatique. Le dogmatique, c'est celui qui ne sait pas changer d'avis pour le coup. Il manque de mobilité intellectuelle, il manque d'ouverture, il n'est pas mobile sur ses appuis et donc le jury voit bien qu'il n'est pas ouvert à la discussion et qu'il reste droit dans ses bottes, trop droit dans ses bottes peut-être. Le monsieur je sais tout, also known as la boule de suffisance, d'accord? Il y a des boules de timidité, mais il y a aussi des boules d'arrogance, des boules de présomption, des boules d'orgueil et de suffisance et ça déplaît beaucoup au jury. Le candidat qui explique la vie au jury. La porte de prison, le candidat qui est fermé, peut-être par le stress, peut-être parce que, en tout cas, il est fermé comme une porte de prison. Ça, ce sont des attitudes perdantes également que vous essaierez d'éviter, s'il vous plaît. Voilà, donc je ne suis pas plus long parce que tout ça, je vous renvoie au live de technique de l'oral, mais on continue parce que des pièges, il y en a plein malheureusement. Et le suivant, il s'appelle la peur du silence. La peur du silence, c'est quelque chose qui peut vous coûter cher parce que le silence est précieux dans l'entretien. Et en particulier dans cette phase où le jury vous pose des questions, il est nécessaire aussi dans l'exposé parce que dans l'exposé, il permet de rythmer l'argumentation. Il correspond un peu le silence au saut de ligne dans une épreuve écrite. À l'écrit, vous sautez une ligne entre l'introduction et la première partie. À l'oral, vous ne pouvez pas matérialiser graphiquement la structure de votre propos, donc essayez de marquer des césures, des silences. Je ne l'ai probablement pas assez fait dans ce début de live où je m'époumonne, mais c'est important de marquer des silences entre les parties. Mais dans l'entretien, c'est encore plus important, parce que dans l'entretien, le silence est votre meilleur ami. Il vous permet de bien comprendre ce que le jury veut dire, ou si vous ne comprenez pas, de lui demander de reformuler. Il vous permet d'armer votre réponse, de la structurer, de savoir par où vous allez commencer, par où vous allez enchaîner, par où vous allez terminer. Bref, osez prendre des moments de silence dans l'entretien. Vous verrez que ça vous sera toujours profitable et il ne faut pas avoir peur de laisser du vide dans l'entretien. Défaut qui va parfois un peu avec la peur du silence, c'est le candidat qui coupe la parole au jury. Et là, j'ai mis un gros signal warning, un gros warning pour ces candidats qui, lorsque le jury prend son temps pour poser une question, le candidat qui essaye de prendre les mots dans la bouche du jury et dire « Ah, c'est ça que vous voulez dire, etc. » Non, non, poussez votre avantage. Si le jury prend du temps pour poser sa question, tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Ça vous laisse, vous, du temps pour préparer votre réponse. Donc c'est une très mauvaise stratégie que d'essayer de compléter les mots qui manquent dans les phrases du jury. Au contraire, on se tient en position d'écoute, on est en position d'analyse, de réflexion, et on prépare sa réponse. Jamais, jamais au grand jamais, vous ne couperez la parole du jury. C'est aussi un grand conseil de Patrick Grenassia qui me a dit par texto ce matin, n'oublie pas de leur dire de ne pas nous couper la parole parce que ça, c'est rédhibitoire. On continue avec un nouveau piège. J'en ai plein des pièges, mais rassurez-vous, vous allez les éviter. Je suis sûr que vous êtes parfaitement capable d'éviter tous ces dangers qui vous guettent. Le danger autour du je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pour moi? En fait, il y en a deux. C'est pour ça que j'ai mis au pluriel les pièges du je ne sais pas. Pour moi, il y a deux pièges avec je ne sais pas. Il y a le piège qui consiste à ne pas savoir dire je ne sais pas, alors que parfois il faut savoir dire je ne sais pas, mais il y a le piège aussi qui consiste à dire tout le temps je ne sais pas, alors que parfois il faut savoir ne pas dire je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais je vais commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est qu'il faut savoir dire je ne sais pas à un moment quand on ne sait pas. C'est le conseil de Patrick Grenassia, notre super prof de CSE et de mise en situation professionnelle, qui nous dit « Osez dire, s'il vous plaît, je ne sais pas » au lieu d'inventer une réponse farfelue. Ça veut dire que je ne sais pas n'est pas tabou et que quand on vous demande quelque chose et que vous ne voyez pas comment élaborer ne serait-ce qu'un embryon de réponse, plutôt que de se lancer dans des arguties, dans des trucs pas possibles, vous dites « Désolé, je ne vois pas, je ne sais pas ». En revanche, ce « je ne sais pas » ne doit pas être dégainé trop facilement. C'est parfois une facilité de dire « je ne sais pas », alors que le jury vous pose une question qui, en fait, appelle une réflexion à haute voix et vous pouvez élaborer cette réflexion à haute voix. Là encore, je renvoie les élèves d'objectif CRPE au live sur les techniques de l'oral où on a vu l'une d'entre vous qui peut-être dégainait un peu trop rapidement
le je ne sais pas. OK? Est-ce que tout va bien? Dites-moi dans le chat si tout va bien. Bonjour Noémie et bravo pour cette admissibilité. Bonjour Flo, Nina, Caroline, Apolline, Milly, Marion, bravo, c'est super tout ça. Vous ne pouvez pas savoir comme on se réjouit avec vous. Ok. Les indispensables, Justine me demande quels sont les must-have à préparer pour les épreuves d'EPS et de CSE. Là-dessus, c'est plutôt dans les cours d'EPS et de CSE que vous trouverez la réponse. La posture de la maman, qu'est-ce qu'on entend par là? Me demande Bénédicte et Nina. J'y reviendrai un peu plus loin. Allez, alors un piège. Alors ça, je suis sympa. Je vais vous donner un piège. Je suis sûr qu'il guette beaucoup d'entre vous. Et c'est une erreur facile, très facile à éviter. Ce piège, c'est la référence à Céline Alvarez. Alors je suis pas du tout en train de dire que Céline Alvarez c'est pas bien, que c'est pas une femme bien, que c'est pas bien ce qu'elle a fait, etc., que son livre est pas bien. Alors je ne l'ai même pas lu son livre, Les lois naturelles de l'enfance, et pour vous dire à quel point je ne suis pas en position pour émettre la moindre critique de fond sur Céline Alvarez. En revanche, j'ai parlé avec suffisamment de membres du jury du CRPE, de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs, de professionnels de l'enseignement pour savoir que de faire référence comme ça à Céline Alvarez, comme si c'était la grande pédagogue à laquelle vous vous attachez et qui a déterminé votre vocation pour devenir professeur des écoles, c'est une mauvaise idée. C'est un piège facile à éviter. Sachez que cette référence à Céline Alvarez risque d'être très mal prise par le jury parce que statistiquement, vous avez beaucoup de gens dans le jury que ça va tendre un peu d'entendre pour la énième fois parler de Céline Alvarez, alors qu'ils ont l'impression peut-être que ce qu'elle dit dans son livre, c'est des choses qui sont par ailleurs déjà beaucoup faites et parfois très bien faites dans le système de l'éducation nationale. Donc là-dessus, un petit warning. Et puis, je glisse ici un conseil qui devait arriver plus tard, mais c'est ici qu'il faut le donner parce que ça va avec. Un piège à éviter, c'est la posture ultra critique à l'égard de l'éducation nationale. D'accord? Ça, c'est à nouveau quelque chose qui ne mange pas de pain, mais ça fait du bien quand même quand on se le dit. Si vous êtes candidat au CRPE, vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez, et j'espère qu'on aura l'occasion un jour de discuter de tout ça autour d'un verre, et là, on sera parfaitement libre dans son discours, mais lors des épreuves orales du CRPE, ce n'est pas le bon moment pour étaler une critique dans les règles de l'éducation nationale et expliquer que tout est vraiment tellement mal fait, etc. À qui vous parlez? Demandez-vous quand même ça. Vous parlez à des conseillers pédagogiques, à des inspecteurs de l'éducation nationale qui font partie complètement de ce système et qui n'ont pas envie de voir quelqu'un qui débarque et qui leur explique qu'ils ne savent pas faire leur métier. Donc là-dessus, c'est quand même un conseil important, je trouve. Ne soyez pas lors des épreuves orales, n'adoptez pas une attitude inutilement critique à l'égard de l'éducation nationale. On continue avec un défaut classique, un défaut important, c'est le manque de préparation et en particulier le manque de connaissances techniques sur l'épreuve. Donc là-dessus, ça se décline en plusieurs cas. Évidemment, il y a d'abord le cas de la mise en situation professionnelle, première épreuve orale du CRPE. Et là, manquer de connaissances sur le sujet de son dossier, c'est le premier problème que l'on observe parfois. Je présente un dossier que je suis censé avoir préparé depuis plusieurs mois, mais je ne sais rien de rien du sujet que j'ai moi-même choisi. Ça, c'est très grave. Mais il faut aussi veiller à ne pas manquer de connaissances sur le domaine que vous avez choisi, au-delà du sujet que vous avez choisi. Donc, quand on choisit le domaine de l'histoire, le domaine des sciences et technologies, on va aussi vous évaluer quand même sur votre culture historique et sur votre culture scientifique, ou sur votre culture scientifique respectivement. Et puis, vous avez aussi la connaissance des programmes dans cette épreuve de mise en situation professionnelle qui est importante, connaissance des programmes à plusieurs niveaux. D'abord, connaissance des programmes évidemment qui justifient le choix du sujet et le fait que vous l'ayez associé à tel niveau, mais il faut connaître aussi le programme au sein du même niveau dans les autres domaines, un minimum, parce que on pourra dans l'entretien vous poser des questions sur des ponts qu'on pourra
pourrait faire entre les domaines et entre les disciplines à partir du même sujet, d'accord? Autre élargissement possible de la connaissance des programmes, c'est la connaissance du domaine que vous avez choisi, donc l'histoire si c'est l'histoire que vous avez choisi, mais l'histoire pas seulement en classe de CM1 si c'est le CM1 que vous avez choisi, mais aussi dans les autres niveaux du même cycle et même dans les autres cycles, avoir une idée des programmes, du domaine que vous avez choisi dans l'ensemble des cycles et une idée des programmes dans le niveau que vous avez choisi dans l'ensemble des domaines. OK? Alors, on continue avec le manque de connaissances techniques. Sur la deuxième épreuve orale, c'est un petit peu différent. En EPS, vous avez besoin d'un certain nombre de connaissances générales sur le développement de l'enfant, sur le fonctionnement du corps, sur les aspects réglementaires et sanitaires de l'EPS, sur les programmes à nouveau et sur le socle. Et puis, vous avez des connaissances spécifiques aux APSA qu'il faut que vous ayez. Et là, je ne parle pas de toutes les APSA, mais bien des 4 APSA qui sont valides dans votre académie. Et donc là, ce sont 2 ordres de connaissances qu'il faut travailler. Et là encore, je vous renvoie au cours de Hervé pour à la fois les connaissances spécifiques aux APSA et les connaissances générales. Pour la CSE, à nouveau, des connaissances générales institutionnelles, et là j'ai mis EduScol est votre ami, c'est votre meilleur ami, il faut que ce soit votre meilleur ami dans les jours et semaines qui viennent, mais aussi des connaissances plus spécifiques à tel ou tel thème, sur la laïcité, les difficultés scolaires, sur le numérique, sur l'évaluation, et là encore, je vous renvoie au cours de Patrick Grenassia pour travailler ces différents sujets. Alors le piège suivant, il se produit, il vous guette surtout dans les phases d'entretien. Les phases d'entretien, je vous le rappelle, c'est les 2/3 des points des épreuves orales, qui elles-mêmes valent pour les 2/3 des points du CRPE, donc vous serez beaucoup jugé sur l'entretien. Et un truc qui ne pardonne pas dans l'entretien, mais d'ailleurs aussi dans l'exposé, c'est de parler de ce qu'on ne connaît pas. C'est le bluff, c'est le vernis, c'est celui qui cale ici et là des expressions techniques dont il ne maîtrise pas le sens. J'ai rien contre le fait que vous utilisiez le langage professionnel, que vous utilisiez le langage de la didactique, de la pédagogie, etc. C'est même très bien, ça fait partie des éléments qui vont faire de vous un futur PE crédible. Mais ne le faites que si vous maîtrisez absolument ce dont vous parlez. Écoutez le conseil de Patrick et celui d'Aline. Patrick, notre professeur de CSE, vous dit n'utilisez pas de mots savants si vous ne les maîtrisez pas. Aline dit la même chose, n'usez pas d'un langage trop livresque, mieux vaut parler avec ses propres mots que de mobiliser une notion comme le socio-constructivisme, la différenciation, l'étayage, sans la comprendre et sans savoir la définir. Donc dites-vous bien une chose, c'est que si vous parlez de socio-constructivisme dans votre exposé et que le jury a le moindre doute sur le fait que vous avez bien compris ce qu'il y a derrière, il va vous demander c'est quoi cette histoire de socio-constructivisme, parlez-nous de ça un petit peu. Donc vous risquez d'être coincé si votre mobilisation du langage technique n'est pas étayée par une connaissance fidèle, précise des notions que ça recouvre. Le jury de Nantes nous le dit également en 2017, le jury n'attend pas du candidat une liste de mots appris ou que ces mots soient convoqués sans être maîtrisés. Ok. Alors, j'ai une question de Bénédicte et vous proposez des préparations spécifiques aux oraux seulement. La réponse est oui. Donc, très rapidement, et j'ai bien d'autres conseils à vous donner, donc restez avec moi. Mais pour répondre à Bénédicte et vous dire ce qu'on peut vous proposer pour la préparation de l'oral, c'est 3 formules. La formule complète d'abord qui est disponible dans les 3 matières mise en situation professionnelle, EPS et CSE, qu'on va distinguer pour les besoins de la préparation. Là, vous aurez accès au kit de démarrage avec la présentation de l'épreuve, des attentes du jury, des premiers conseils de méthode et aux 10 modules de cours en replay pour l'EPS, pour la CSE, aux 5 modules de méthodo de mise en situation professionnelle, ainsi qu'à une simulation orale avec un membre du jury qui va vous permettre de vous entraîner en temps réel et de vous donner du feedback. Ça, c'est la première formule, c'est la complète. 2 autres formules possibles, les cours tout seuls sans les oraux blancs et l'oral tout seul sans les cours. Tous les détails sont sur le site de la prépa auquel je vous renvoie. Vous avez ici toutes les informations. Pardon, je ne suis pas au bon endroit.
Mais si je reviens sur Objectif CRPE, vous trouverez ici nos préparations à l'oral, dans la formule à la carte. Je reviens à mon live, il y a encore plein de questions. Ben, tu demandes si on est assis ou debout. Face au jury, on est plutôt assis. On est assis. Tania a répondu déjà, c'est magnifique. Donc Piaget, Maryse Clary et Claude Genin. Oui, ça c'est mieux que Céline Alvarez. On est d'accord avec toi. Aurélie. Tania dit je crois qu'il faut s'en tenir au moule standard de l'Éducnat. Évidemment, tu as raison Tania, soyons un peu stratégiques, soyons un peu raisonnables, soyons un peu humbles. Voilà. Accéder à l'autre live, c'est pour les élèves d'Objectif CRPE sur leur espace devoir. On va continuer parce que j'ai plein de conseils à vous donner encore. Restez avec moi, ne lâchez rien. J'ai encore une douzaine de conseils à vous donner, d'erreurs à éviter. Et l'erreur classique, c'est celle du plagiat, du dossier de mise en situation professionnelle. Je ne suis pas beaucoup plus long là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Les jurys condamnent tous très vigoureusement les candidats dont ils voient bien qu'ils ont pompé leur dossier, qu'ils ont fait du copier-coller sur Internet et qu'ils ne maîtrisent pas vraiment ce dont ils parlent. Il faut que chaque ligne de votre dossier, ce soit vous qui l'ayez écrite. Bien sûr que vous allez vous inspirer, bien sûr que vous avez fait des tas de lectures et que tout ça est une vaste synthèse de choses auxquelles vous avez eu accès, mais on ne fait pas de copier-coller et on essaye de produire un dossier dont on est réellement l'auteur. C'est ce qui va beaucoup vous servir aussi dans l'entretien parce que si vous vous contentez de pomper un dossier sur Internet, croyez-moi, vous allez être démasqué très rapidement. Défaut suivant, on est toujours sur l'oral. Numéro 1, épreuve de mise en situation professionnelle, c'est le défaut qui consiste à lire son dossier à l'oral. Là encore, je passe vite parce que j'en ai souvent parlé. On va essayer de présenter son dossier d'abondance de cœur. On ne lit pas son dossier, on ne lit pas ses notes, et le jury nous le redit dans chaque rapport quasiment. Les exposés appris par cœur au cours desquels les candidats cherchent leurs mots, s'arrêtent, perdent le fil de leur discours, c'est le meilleur moyen de passer à côté de son exposé de mise en situation professionnelle. Le défaut équivalent existe dans la deuxième épreuve orale, l'épreuve de CSE et de PS. Et là, le défaut, c'est pas tellement de réciter une petite prestation écrite par cœur, parce que vous n'avez pas eu le loisir d'apprendre par cœur par avance votre réponse aux questions. C'est le défaut de lire son brouillon. D'accord ? Le brouillon doit rester un appui qu'on mobilise très discrètement et très ponctuellement, et on n'inflige surtout pas une lecture du brouillon à son jury. Pour ça, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rédiger au brouillon, d'accord ? Ne faites pas trop de rédaction préalable au brouillon, parce que si vous rédigez au brouillon sujet, verbe, complément, point, sujet, verbe, complément, point, etc., vous allez être tenté de lire ce brouillon. Le but n'est pas de lire, le but c'est de parler à quelqu'un, c'est de le regarder et de s'exprimer d'abondance de cœur, d'accord ? Donc pour ça, on ne surrédige pas son brouillon en EPS et en CSE pour ne pas être tenté de lire. Je reviens à l'épreuve de mise en situation professionnelle avec un piège. Une chose trappe, un guet-apens, c'est celui de l'auto-torpillage du dossier de mise en situation professionnelle. De quoi parlons-nous exactement ? Nous parlons de ces candidats qui pensent que c'est très chic de critiquer son propre dossier et qu'on fait preuve ainsi de recul, de maturité, etc. C'est vrai qu'il faut faire preuve de recul, c'est vrai qu'il faut être capable de reconnaître, voire de souligner soi-même certaines insuffisances, certains manquements de votre dossier ou de la séquence que vous avez proposée, mais ne tombez pas pour autant dans l'auto-flagellation systématique, d'accord ? Regardez ce que nous dit Aline là-dessus, que je remercie, qui elle aussi m'a envoyé des textos toute la journée. Dis-leur bien, il faut faire une petite autocritique réflexive, pourquoi pas ? Mais de là à faire harakiri devant le jury, ce n'est pas une bonne idée, pas de harakiri. Ne terminez pas votre exposé sur un point négatif.
le jury, et c'est valable aussi dans l'entretien, reste souvent sur sa dernière impression, donc ne soyez pas constamment dans le négatif. C'est ce que dit aussi le jury de l'Académie de Bordeaux l'année dernière. Certains candidats usent d'une stratégie défavorable qui consiste à élaborer une séquence pédagogique dans le dossier qui manque volontairement de cohérence pour pouvoir dire à l'oral, bon, par contre, ce truc-là, c'était pas génial, franchement, je me demande si... Donc, ça doit rester quelque chose de véridique, d'authentique, de spontané, et ne tombez pas dans l'autocritique artificielle. De la même manière, et ici c'est une manière de généraliser mon propos, évitez s'il vous plaît l'autodénigrement, je ne sais pas, j'ai mis la dévalorisation de soi. Vous êtes à l'oral, vous êtes là pour vendre votre candidature, on n'est pas à l'oral d'admission en école de commerce, donc évidemment vous n'êtes pas là pour faire un entretien de motivation ou un entretien de personnalité où vous seriez en train de vous vendre en permanence, mais quand même, dites-vous bien que le jury est en train de se demander s'il veut vous confier ou pas les clés de la classe et vous laisser vous occuper des enfants. Donc, le conseil que nous donne ici Hervé, que je remercie puisque lui aussi contribue à ces derniers rappels et m'a envoyé quelques conseils et remarques, ne pas se dévaloriser devant le jury. Voilà les choses qu'entend Hervé régulièrement à l'oral du CRPE. Ah, je raconte n'importe quoi. Bah non, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de préparer l'épreuve. Oh non, mais je suis nul. Je n'y arriverai pas. Je n'y arrive jamais de toute façon. Mais tout ça, c'est évidemment des choses qu'il ne faut jamais dire. D'accord? Croyez bien que si votre prestation a des limites, qu'elle a des faiblesses, d'abord, c'est normal. Et vous n'êtes pas le seul à avoir des limites et à avoir des faiblesses. Tous les candidats en ont. Et vous n'êtes pas là pour braquer le projecteur sur vos propres limites, vos propres faiblesses, et pour vous accabler, vous flageller, etc. Parce que ça, c'est pas une attitude de professeur des écoles. OK? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Je regarde s'il y a quelques questions. Tania, tu as entendu parler de cette mauvaise stratégie du dossier volontairement mauvais. Le jury peut-il demander à voir notre brouillon? Écoute, c'est très très rare et il n'y a pas tellement de raisons qu'il le fasse, mais s'il le demandait, après tout, vous assumez et vous pouvez tout à fait lui tendre votre brouillon. Virginie, si nous avons mis si nous avons mis en place, demande Virginie, notre séquence en classe, faut-il le mettre en avant? La réponse est oui, Virginie, absolument. Si tu as eu l'occasion, l'opportunité de tester ta séquence ou une séance dans le cadre d'un stage ou d'une expérience d'observation, etc., évidemment, il ne faut pas perdre l'occasion d'en parler et de le spécifier à l'oral. Cyrina demande la tenue vestimentaire, comment s'habiller, comme un prof des écoles, comme lorsque tu viendras travailler, et de façon aussi sobre et simple que possible. Cinda demande s'il faut serrer la main au jury ou juste lui dire bonjour. La réponse, Cinda, c'est qu'il n'y a pas de raison d'aller serrer la main au jury si le membre du jury ne te tend pas la main. C'est la seule exception. Si le jury vous tend la main, vous pouvez la lui serrer, mais sinon, vous dites bonjour, ou mieux, bonjour madame, bonjour monsieur, par exemple, s'il s'agit d'une femme et d'un homme. Ok, je crois que j'ai répondu aux dernières questions, donc j'enchaîne et je continue parce qu'il y a d'autres pièges, d'autres impasses, d'autres stratégies perdantes et d'autres défauts, et celui-là en est un qui est très important, la méconnaissance de la loi ou des valeurs républicaines. Ici, je vous transmets à nouveau, je me fais l'humble porte-parole d'Aline qui nous dit dans le mail qu'elle m'a adressé aujourd'hui, en cas d'hésitation, le garde-fou, c'est la loi. Et le premier devoir de l'enseignant, c'est de protéger l'enfant. Donc réflexe quand même de conformité à la loi, réflexe sécuritaire aussi, je pense notamment à l'EPS. En cas de trou de mémoire ou d'absence de connaissances et de compétences, s'appuyer sur son bon sens, nous dit Aline, et sur les valeurs de la République. Essayez de se demander ce qui est le plus conforme aux valeurs républicaines telles que vous les avez comprises. Évitez de dire, nous dit Aline, toujours en rapport avec cette même question, mais pourtant j'ai vu ça dans une école.
Ou bien, j'ai vu ça dans l'école de mes enfants, pour revenir à la posture de la maman. Ce n'est pas une raison, d'accord? Ce n'est pas une raison, surtout si on parle de sujets réglementaires, sur la durée des récréations, sur les devoirs à la maison, etc. C'est pas parce que vous avez vu quelque chose dans l'école de vos enfants que cette chose est une bonne chose, qu'elle est valable, qu'elle est valide. Donc attention au respect de la loi, attention au respect des valeurs républicaines. Je continue, parce qu'il y en a d'autres, des erreurs, des pièges, des choses trappes. En voilà une. Mal gérer son temps de préparation pour la deuxième épreuve orale. 3 heures de préparation, 2 sujets à préparer, EPS, CSE. S'il ne vous reste que 1 heure, 3/4 d'heure pour la CSE, c'est une catastrophe, d'accord? Donc là-dessus, faites preuve d'autodiscipline à l'entraînement, calibrez-vous pour être capable de préparer un sujet d'EPS en quelque part entre 1 heure et 1 heure et demie, mais plus proche d'1 heure que d'1 heure et demie, et un sujet de CSE en quelque part entre 1 heure et demie et 2 heures, mais peut-être plus proche de 2 heures que d'1 heure et demie, d'accord? Donc on se calibre sur le temps de préparation. Allez, on continue avec un conseil toujours relatif à la gestion du temps d'exposé. J'ai parlé du temps de préparation de la deuxième épreuve orale. C'est là qu'il y a une préparation. Il n'y en a pas pour la première épreuve orale, mais pour la première épreuve orale et pour la deuxième épreuve orale, vous avez une épreuve qui est, vous le savez, je ne sais pas vous que je vais le rappeler, fragmentée et qui comporte des phases d'exposé et des phases d'entretien. Les phases d'exposé, je vous remets les durées pour mémoire, 10 minutes en EPS, 15 minutes en CSE, 20 minutes en mise en situation professionnelle. Ces durées-là, elles aussi, il faut les habiter, il faut les occuper, il faut s'en saisir et les exploiter de façon aussi complète que possible, parce que si on vous donne 20 minutes et que vous n'en utilisez que 10, vous partez avec un gros handicap sur la partie exposée de votre prestation. Or, je vous rappelle que l'exposé et l'entretien font l'objet d'une évaluation séparée avec des points à prendre sur l'exposé. Donc, une façon facile de perdre plein de points, une façon facile de rater le CRPE, c'est de faire des micro-exposés. Le jury de Créteil en parle en 2017. Très nombreux candidats, c'est vraiment un grand classique du CRPE, les nombreux candidats qui n'utilisent pas la totalité du temps imparti pour cette présentation et qui font des exposés parfois très brefs, qui ne permettent pas de valoriser leurs connaissances ni leurs propositions pédagogiques face à des apprentissages visés. Je vous dis un truc au passage important là-dessus, c'est que la meilleure façon de faire un micro-exposé, de faire un exposé 2 fois trop court, 3 fois trop court parfois, c'est de lire son brouillon. Et je reboucle avec le conseil précédent, ne pas lire son brouillon, parce que quand on lit, ça va beaucoup plus vite, d'accord? Quand inversement, vous parlez d'abondance de cœur, peut-être que ça prend plus de temps, mais c'est très bien que ça prenne plus de temps si votre risque, c'est de faire un micro-exposé. Le conseil de Hervé Sultan, notre prof chéri d'EPS là-dessus, c'est quoi? C'est d'apporter un chrono. Alors ça peut être un chrono, ça peut être une montre, de préférence en tout cas une montre à affichage digital avec une fonction chrono peut-être qui vous permette de vous timer bien précisément, de savoir si vous êtes dans les temps, de lancer au début de votre exposé le timer, le chrono et de jauger au cours de l'exposé si vous êtes plutôt trop court, auquel cas il faut développer davantage, sans tomber dans le délayage, sans tomber dans celui qui rallonge la sauce pour rallonger la sauce, soit au contraire, vous êtes en train d'être long et il va falloir aller peut-être plus à l'essentiel. L'essentiel, en tout cas, justement, nous dit Hervé, c'est de tenir les 10 minutes. Allez, je réponds à une question comme ça, la question de Sidonie. Peuvent-ils nous demander notre cursus professionnel? Normalement, non. C'est une question qui est interdite aux membres du jury du CRPE. Donc, ils ne sont pas censés vous interroger sur votre expérience préalable, votre passé, votre vie personnelle, etc. Alors, autre intervention intéressante, celle de Milly. Milly nous dit, moi j'ai fait un exposé trop long. Donc évidemment, le défaut inverse existe. Je n'en ai pas parlé parce qu'il est beaucoup plus rare, mais il y a le défaut de l'exposé trop long qui se traîne. Et là, vous risquez d'être coupé par le membre du jury et de ne pas pouvoir aller au bout de votre exposé. Donc attention également au défaut symétrique du micro-exposé, c'est l'exposé fleuve. Et l'exposé fleuve est un vilain défaut tout autant que l'exposé micro. Ok, on continue avec un gros défaut aussi, le hors-sujet. On vous en parle à l'écrit tout le temps du hors-sujet, mais il faut qu'on vous en parle aussi tout le temps
pour l'oral, car des cas de hors-sujet à l'oral, ça arrive tout le temps, d'accord? En EPS et en CSE, par exemple, il y a beaucoup d'exposés qui passent à côté des questions posées. On vous pose une question ou plusieurs questions. Ces questions ont un sens précis qu'il faut absolument que vous analysiez, d'accord? Ne faites surtout pas ce que regrette ici l'Académie de Bordeaux dans son rapport de jury 2017. N'allez pas plaquer des connaissances que vous avez apprises. C'est très bien si vous avez fait un travail d'apprentissage, d'approfondissement des absats de votre académie, si vous avez traité certains sujets, mais n'allez pas plaquer des choses apprises par cœur ou des choses vues en cours sur un sujet original sans prendre en compte l'originalité de ce sujet, d'accord? Donc là, vous relirez au calme cette citation, cette longue citation du rapport de jury de Bordeaux qui est très importante sur l'EPS, mais c'est vrai aussi en CSE. Et c'est le hors-sujet, par contre, plus compliqué à faire sur la première épreuve orale, sauf si votre dossier et le titre que vous lui donnez, le sujet que vous avez choisi, ne sont pas cohérents, auquel cas on a évidemment un gros problème. Voilà, je reprends souffle et j'ai encore plusieurs conseils à vous donner, plusieurs pièges à relever. J'aimerais simplement vérifier qu'il n'y a pas de questions auxquelles je pourrais répondre dans le chat. Écoutez, j'ai l'impression que vous répondez très bien vous-même, donc bravo pour ça. Et on continue avec un piège qui est la peur de demander au jury, à l'examinateur, de reformuler sa question. Hein, ça va avec le hors-sujet. En fait, c'est le hors-sujet de l'entretien. En tout cas, une des sources possibles de hors-sujet dans l'entretien, c'est une incompréhension de la question posée et la peur d'affronter cette incompréhension en dialoguant avec le jury. Alors que si le jury vous pose une question et que vous n'y comprenez rien, vous n'y voyez goutte, vous êtes dans le noir, vous ne commencez pas à avancer, d'accord? Si vous êtes dans le noir, il vous faut de la lumière. Donc il faut que vous fassiez la lumière. Et soit vous le faites tout seul en réfléchissant à haute voix, en proposant une reformulation, en vérifiant ce que vous avez compris, soit vous impliquez l'examinateur qui vous a posé la question dans cette recherche de la lumière et vous travaillez avec lui à bien comprendre ce qu'il vous demande. D'accord? Et ça, c'est une attitude extrêmement constructive. Et ne croyez pas que le membre du jury sera scandalisé si vous entrez dans ce dialogue avec lui pour bien comprendre la question qui a été posée. Moi, je vous le dis en tant que membre du jury occasionnel, etc., bien souvent, j'ai l'impression que j'ai du mal, que ma question n'est pas forcément parfaitement claire, etc. Et donc, ça ne m'inquiète pas du tout d'avoir en face un candidat qui me dit « Attendez, je voudrais être sûr de bien comprendre. Ce que vous voulez dire, c'est reformulation. » Et je suis à l'écoute. Et tant que je n'ai pas compris le sens de la fichue question de l'examinateur, je ne m'aventure pas dans une réponse. Ça, c'est important, ok? On continue? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, j'ai l'impression. Alors, on continue avec un défaut classique lui aussi, le hors-sujet, la paraphrase. La paraphrase, c'est pas le hors-sujet, c'est c'est une forme de hors-sujet, parce que si je prends le PS et la CSE en particulier, on vous demande une analyse, on vous demande un commentaire des documents, on vous demande pas une simple restitution, description, reformulation du contenu des documents, on vous demande de vous positionner en répondant à des questions qui vous ont été posées sur ces documents. Donc, si vous vous en tenez à la reformulation, je vais vous faire un petit résumé de chaque document, ce ne sera pas bon. Les meilleurs candidats, vous dit le jury de Reims en 2016, les meilleurs candidats synthétisent les documents, adoptent une attitude réflexive ou s'appuient sur les éléments clés des documents pour étayer leur argumentation. Attention donc à la paraphrase. Attention à la méconnaissance des programmes, défauts transversales, défauts générales qui vous guettent dans toutes les disciplines et les épreuves orales du CRPE, mise en situation professionnelle, EPS, CSE, suppose que vous connaissiez les grandes lignes des programmes. Évidemment, il ne s'agit pas de les connaître par cœur, mais de bien connaître les compétences clés, les objectifs clés, etc. Et le cœur des programmes, il faut qu'il vous soit familier. D'accord? C'est votre première obligation, vous dit le jury de Lyon en 2017, en tant que professeur des écoles, ce sera votre première obligation de mettre en œuvre les programmes. On continue.
On continue avec un autre défaut classique, en particulier en EPS, mais c'est vrai aussi, ça peut arriver en mise en situation professionnelle, ça peut arriver en CSE, qu'on trahisse une méconnaissance du développement de l'enfant, du développement physique, physiologique, du développement intellectuel également. Le jury le relève sans cesse dans ses rapports de jury, en particulier en EPS, et Hervé nous fournit ici un exemple que je vous donne. Si vous êtes en moyenne section et que vous avez pour intention de proposer un circuit en athlétisme, le but ne doit pas être qu'ils arrivent à courir sans s'arrêter pendant 10 minutes. Parce que si vous proposez ça, vous montrez que vous n'avez aucune idée de ce dont est capable un enfant de moyenne section. Donc ici encore, je ne vais pas plus loin parce que je ne suis pas là-dessus aussi compétent que Hervé, mais je vous renvoie à ses cours et à ses fiches pour savoir ce qu'il est possible ou pas de faire avec des enfants en fonction de leur âge et de leur niveau. La méconnaissance du développement de l'enfant, vous avez aussi le cas de la mise en situation professionnelle, première épreuve orale, parce que vous avez une séquence à proposer, une séquence complète, une séquence pédagogique à inventer, et que là encore, les risques sont importants de proposer quelque chose qui est complètement déconnecté, décorrélé de ce que les enfants sont capables de faire au niveau que vous avez choisi. La posture de la maman, nous y voilà, on y revient, parler sans cesse de ses enfants ou de la maîtresse de ses enfants. Je ne veux pas en faire tout un plat, mais simplement c'est important de se dire que les membres du jury en parlent entre eux un peu en off, comme d'une posture classique qu'ils voient chez certains candidats libres et qui n'est pas toujours ajustée. Si vous n'avez que vos enfants à la bouche ou la classe de vos enfants, la maîtresse de vos enfants, etc., le jury risque de voir en vous quelqu'un qui est là pour de mauvaises raisons ou qui ignore ce qu'on attend de lui exactement. La critique de l'Éducnat, j'en ai parlé quand j'ai parlé de Céline Alvarez et donc je n'y reviens pas. Se laisser paralyser par le stress ou par la peur du jury. Voilà un problème classique. Voilà un problème qui guette beaucoup de candidats. Et c'est pas le plus facile à régler. Donc là-dessus, il y a des techniques. Il y a celui qui visualise le jury en train de faire pipi ou qui pense à toute autre chose. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais il faut vraiment vous dire que les membres du jury ne vont pas vous manger, qu'ils ne sont pas méchants, qu'ils ne sont pas, comme ils peuvent parfois vous le paraître, mal disposés à votre égard. Pas du tout. D'accord? Vraiment, leur but, c'est d'identifier les futurs PE, c'est d'aller à la pêche au talent, aux compétences, à la motivation, et c'est de recruter. Donc, ils sont bien disposés. Et même si ils vous paraissent froids, même s'ils vous paraissent parfois fermés, même s'ils vous paraissent durs, il faut absolument que vous n'entriez pas dans une parano et dans un stress en vous disant « Ah, le jury me déteste, il me trouve nul, il a l'air de s'ennuyer, etc. » Vous-même, il faut que vous soyez toujours positif et confiant parce que si vous êtes paralysé par la peur, le jury va le voir et va penser que vous serez aussi paralysé par la peur lorsque vous arriverez face à une classe de 20 gamins. Parce que croyez-moi, une classe d'enfants, c'est aussi impressionnant, ça peut être aussi terrifiant qu'un jury bicéphale de personnes seulement, bien sûr des officiels, bien sûr des supérieurs, bien sûr des inspecteurs, conseillers pédagogiques, etc. Mais il ne faut pas que le jury lise la peur dans votre regard, d'accord? Ça me fait penser un peu à mes balades à la campagne lorsqu'on s'approche d'une ferme et qu'on entend crier le chien de garde qui se ramène, etc. Et le chien ne doit pas sentir que vous avez peur, sinon il va vous sauter dessus. Et de la même façon,
Le jury ne doit pas sentir la peur vibrer dans votre regard. C'est une discussion entre des grandes personnes. C'est un futur professionnel de l'éducation nationale qui parle à des gens qui sont déjà des professionnels de l'éducation et de l'enseignement. Mais c'est pas du coup une relation non plus d'égal à égal parce que le jury est plus avancé, il est plus mûr. Et si vous êtes en train de lui taper sur l'épaule et que vous marquez une familiarité excessive, là vous tombez dans une posture perdante, une attitude perdante. C'est l'attitude de allez on est potes. Mais c'est pas non plus, vous n'êtes pas des petits enfants en face du jury. Donc dites-vous que vous êtes, je sais pas, avec d'autres adultes en train d'avoir une discussion et essayez de prendre un minimum de plaisir, d'être ouvert et d'être souriant, montrer que vous n'êtes pas en panique. Ok, si vous êtes en PLS au bord de l'autoroute, c'est pas le jury qui va vous ramasser. C'est ainsi que j'achève donc mon live avec un conseil devenu rituel. Croyez en votre étoile, la confiance en soi, l'assurance, la conviction que vous êtes légitime. Elle est absolument essentielle à l'oral parce qu'elle est auto-performative. Et donc si le jury voit dans votre regard que vous n'y croyez pas vous-même, il n'y croira pas. Ok ? Voilà. J'ai terminé avec l'énoncé des principaux pièges, choses-trappes, etc. Je regarde si j'ai des questions auxquelles je peux vous répondre. Je vous invite à les poser dès maintenant et à continuer si vous voulez avec un peu de chat. C'est comme pour n'importe quel entretien d'embauche, nous dit Marion. Effectivement, c'est vrai, même si les règles sont un peu différentes, puisqu'il y a des questions qu'on pourrait vous poser en entretien d'embauche dans le privé et qu'on ne vous posera pas dans le contexte du CRPE. Normalement, on ne va pas vous faire raconter votre vie comme on peut le faire dans un entretien d'embauche. Théo, oui, il reste là pour nous tester. Il faut vraiment se faire confiance et se positionner en tant que professionnel en devenir. Merci Théo, je ne saurais trop approuver ce que tu dis là. Tania dit, je me serais fait un plaisir de raconter mes 8 ans d'expérience BAFA, BAFD, etc. Oui, alors ça, quand je dis le jury ne peut pas trop vous interroger sur votre expérience professionnelle, ça ne veut pas dire que vous-même, vous ne pouvez pas tirer parti de votre expérience professionnelle et en faire un atout, d'accord? Donc, il est parfaitement possible, autant je vous disais, attention, ne pas parler tout le temps de ses enfants, la maîtresse de mes enfants, etc. Mais si vous avez une expérience éducative en contexte scolaire ou non scolaire, vous avez quand même le droit de mobiliser cette expérience, mais faites-le avec vigilance. Pouvons-nous ramener nos notes pour l'exposé? Oui, bien sûr, hein, faites votre exposé avec vos notes, mais ne soyez pas le nez rivé sur vos notes comme on l'est parfois. Voilà, écoutez, j'ai peut-être laissé passer des questions, dans ce cas je suis désolé, n'hésitez pas à les poser sur la plateforme d'Objectif CRPE à nos professeurs d'oral qui sont de toute façon les plus compétents pour répondre à vos questions les plus techniques. En tout cas, ce fut un plaisir de mon côté de partager ce petit moment avec vous. Bien sûr, je n'ai parlé que d'erreurs, de pièges, de guet-apens possibles et donc ça peut être un peu anxiogène, mais je le redis, j'ai pleine confiance dans votre capacité à les éviter, ces pièges. Un candidat averti en vaut deux. Et donc, vous valez aujourd'hui 2 candidats. Je vous fais confiance. Je suis sûr que vous allez y arriver. Vous avez cartonné. On reste ensemble de toute façon dans cette période. N'hésitez pas à passer du temps sur la plateforme, passer du temps avec Hervé, avec Véro, avec tous les profs d'Objectif CRPE. C'est sur l'espace vidéo que ça se passe. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos la vidéo, j'insiste en particulier sur le module 5 de la mise en situation professionnelle, sur le passage de l'écrit à l'oral. J'ai vu qu'il y en a qui ne l'ont pas encore visionné chez les élèves d'Objectif CRPE. Il faut le faire le plus vite possible. En EPS, évidemment, visionner en priorité les modules des APSA qui vous concernent, revoyez les fiches et les situations qui vous sont proposées. Même chose en connaissance du système éducatif, c'est le moment de visionner les lives s'il y en a que vous ne connaissez pas encore.
c'est vraiment le moment de tout donner, je vous le redis. Les oraux, c'est le gros du morceau. Si vous êtes admissible, bravo, mais vous n'êtes pas encore arrivé, donc on ne lâche rien jusqu'à la veille du dernier oral et jusqu'à la dernière minute de votre dernier oral. Il faut rester concentré vers l'objectif final qui est la réussite du CRPE. On y croit, on est avec vous et on vous dit à très bientôt sur Objectif CRPE. Bye bye tout le monde. Au revoir Tania, au revoir Amélie. Au revoir Théo, Virginie, Gwendoline, Mina, Renan, Nina, Nathalie, Cyrina et les autres. Bye bye, ciao, au revoir.